Bonjour à tous, je suis Grégory Godillot, pharmacien gérant et coordinateur de la vaccination pour le CHL. Alors, je voulais commencer cette table ronde par un chiffre, 4 milliards. 4 milliards, c'est le nombre de personnes qui ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid à travers le monde. Les derniers chiffres donnent donc que 51,7% de la population mondiale a reçu au moins une dose de vaccin. Au Luxembourg, c'est 76,5% de la population résidence qui a reçu une vaccination complète, avec des taux qui oscillent entre 86% pour les plus de 60 ans et les plus de 70 ans, et de 89% pour les plus de 80 ans. Chez le professionnel de santé, nous avons atteint 82%, et au CHL, nous sommes à 92%. Donc on a des scores qui sont relativement impressionnants, mais qui ne sont pas encore suffisants si on en juge la reprise des contaminations en Europe, donc les efforts doivent être encore poursuivis. Pour ce nouveau point sur la vaccination et les traitements médicamenteux du Covid, j'ai le plaisir d'être entouré de 3 médecins experts. Le docteur Thérèse Staub, médecin infectiologue, chef du service national des maladies infectieuses et présidente du Conseil supérieur des maladies infectieuses. Docteur Isabelle de la Fuente, médecin pédiatre infectiologue et membre du Conseil supérieur des maladies infectieuses. Et docteur Jean Reuter, médecin réanimateur exerçant dans le service des soins intensifs à l'U33. Merci à tous les trois d'avoir à nouveau accepté cet échange. Alors, je l'ai dit, la situation se complique un petit peu en cet automne. J'aimerais bien qu'on fasse un peu le point, comme d'habitude, sur les hospitalisations dans vos services respectifs. Commençons par les soins normaux. Dans les soins normaux, nous n'avons que 10 patients hospitalisés après un pic. Nous avons eu un pic la semaine dernière avec 22 patients sur 24 lits. Et donc là, le nombre de patients a bien diminué. Donc, ça faisait longtemps que nous n'avions pas aussi peu de patients. En pédiatrie ? En pédiatrie, les admissions pour la Covid restent très faibles. On a eu un petit pic pendant une dizaine de jours en septembre, où on a eu jusqu'à 6 enfants hospitalisés avec une infection, mais depuis, ça reste très, très, très bas. Et ça reste surtout les petits bébés de parents non vaccinés qui arrivent à l'hôpital, mais ça reste très faible. Par contre, on a toujours d'autres motifs d'admission qui sont beaucoup plus importants pour la pédiatrie que la Covid, avec d'autres virus respirateurs qui continuent à circuler, et donc d'autres motifs d'infection respiratoire à l'étage de pédiatrie. Et par rapport à cet été où on avait une infection AVRS assez importante, comment ça se passe ? Ça va mieux. Donc, on a eu un gros pic de RSV, surtout le mois de juillet et août, avec beaucoup d'enfants admis aux soins intensifs et en hospitalisation. Le mois de septembre, on n'a pas eu de RSV hospitalisé, mais depuis le mois d'octobre, on a encore des cas qui circulent, beaucoup moins qu'au mois d'août, mais quand même, on a chaque semaine des enfants qui nécessitent de l'oxygène avec le RSV, donc il n'a pas arrêté de circuler. On doit voir maintenant si on rentre de nouveau dans une vague épidémique et dans un nouveau pic les prochains mois, comme c'est habituel chaque année. Donc, c'est surtout le mois de décembre, janvier, où on a énormément de cas. Dans d'autres pays d'Europe, ils sont de nouveau en pic épidémique. Donc, nous, on était déjà un petit peu retardés à l'été. Donc, c'est possible que ça va augmenter dans les prochaines semaines. Mais on va voir. Et on se prépare d'ailleurs aussi à ce pic, puisqu'on essaie d'ouvrir un nouveau service pour pouvoir accueillir ces patients. Oui, tout à fait. On reste inquiet. C'était l'inquiétude des pédiatres depuis le début. Si on doit gérer des cas Covid ou même temps qu'un pic d'un autre virus respiratoire comme la grippe ou le RSV, cela peut devenir difficile au niveau des gestions des places. Donc, on essaie de se préparer pour l'hiver à venir. Et dans les soins intensifs ? Alors, en réanimation, c'est un peu pareil qu'aux soins normaux. On avait un pic il y a une dizaine de jours avec 7 patients Covid, donc 7 lits sur 18 lits, et donc ça devenait vite critique. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 4 patients, malheureusement, parce qu'il y a une partie des patients qui sont décédés. Et donc aujourd'hui, on a encore 4 patients. Sur les 4, il y en a 2 qui sont maintenant déisolés. Une dame qui est là depuis plus que 80 jours, qui prend donc un lit de réanimation depuis presque 3 mois. Et un patient qui est là aussi depuis assez longtemps pour être déisolé, mais qui est maintenant sous ECMO, intubé. Et puis après, 2 autres qui sont encore isolés. Et finalement, quel est le statut vaccinal de ces patients ? Alors, il faut bien le préciser, sur les 4 qui sont encore là, il n'y a aucun qui est vacciné. Au moment où on en avait un pic à 7 patients, il n'y avait aucun qui était vacciné. Et on a revu un peu les chiffres depuis le 1er juillet. On a eu 35
Covid hospitalisés et sur les 35, il y en a eu 3 qui étaient vaccinés. Donc c'est assez clair que, en tout cas pour nous en réanimation, le Covid grave, ça concerne surtout les patients non vaccinés. Ok, donc effectivement, on va rentrer dans le vif du sujet de la vaccination, mais avant, je voulais te faire réagir sur en fait une image que j'ai vue dans la presse cette semaine, un médecin réanimateur anglais qui a publié sur les réseaux sociaux une photo que je trouve assez percutante, qui finalement était un peu le résumé de ce que peut recevoir comme médicament un patient sur une journée de soins intensifs quand il est intubé. Et finalement, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, cette photo? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est un coup de buzz? Oui, non, c'est une réalité. Sur cette photo, je pense qu'il y a même encore des médicaments qui s'emparent encore dessus. Donc, aux soins intensifs, on a des patients qui, souvent, initialement, ils sont pas dans le coma, ils sont pas intubés. On essaye d'éviter l'intubation et donc le coma artificiel. Et donc, en priorité, on essaye de les aider en mettant de l'Optiflow, donc c'est de l'oxygène nasal à haut débit, ou alors de la CPAP avec un masque. Souvent, la CPAP, elle est mal tolérée et dans ce cas-là, on met une petite sédation. Donc ça, c'est le minimum que les patients ils ont chez nous, c'est du Dexdor par exemple. Donc juste une petite sédation. Et puis après, ça va crescendo. À partir du moment où il faut les intuber, il y a toute une panoplie de médicaments qui arrivent. Donc il y a d'une part la sédation. Pour ça, il y a des benzodiazépines. Ici sur la photo, c'est le midazolam. Il y a du propofol. Il y a des dérivés morphiniques. Chez nous, la plupart du temps, c'est du sulfentanyl. Donc ça, c'est que pour la sédation. Ensuite, il faut parfois les curariser. Donc ça, c'est des myorelaxants pour relâcher des muscles. Donc il y a des curares qui s'ajoutent. En plus de ça, s'il y a une surinfection bactérienne, il faut mettre les antibiotiques. Chez nous, là, depuis 6-7 mois, on avait plusieurs cas d'aspergillose, donc un champignon. Donc il fallait mettre des antifongiques. Souvent, il y a des surinfections, pas souvent, mais ça arrive, des surinfections virales, ACMV, HSV, on en a eu. Donc il faut mettre un traitement antiviral. En plus de tout ça, donc le traitement de base qui sont les corticoïdes, et puis après les traitements immunomodulateurs à base de tocilizumab ou plus récemment on utilise du baricitinib. Donc ça me fait un peu marrer les gens qui disent la vaccination c'est Big Pharma. Quand je vois le nombre de médicaments qu'un seul patient prend par journée en réanimation, ben, ça coûte une blinde. Et pour Big Pharma, par exemple, des traitements comme le tocilizumab ou le baricitinib, c'est 2000-2500 € par patient. Et donc, si on compare ça avec le vaccin à 10 €, ben, en fait, ça coûte plus que 200 fois plus ces traitements. Et puis surtout, ça indique aussi la complexité quand même de la prise en charge. Hein. C'est quand même quelque chose qui est lourd. Et c'était aussi pour ça que le nombre de lits occupés dans un service de soins intensifs aussi est un point de tension, je dirais, pour l'ensemble des décideurs, parce que finalement, on est limité par les ressources humaines et par aussi l'activité que cela représente. Hein. Absolument. Et puis après, il faut se dire aussi les gens qui sont hésitants par rapport au vaccin en disant c'est pas naturel, etc. Dans cette photo-là, il y a rien de naturel. Alors si on peut choisir entre un vaccin qui est en fait un stimulant artificiel, mais pour faire réagir le système immunitaire de façon naturelle quand même. Si on compare ça à tous ces médicaments et puis après des immunomodulateurs qui eux interagissent directement avec le système immunitaire, bah il n'y a pas photo. C'est très clair qu'il n'y a rien de naturel là-dedans.
Alors on va venir justement sur la vaccination et un peu sur. Oh, elle va apparaître sur l'écran. on va regarder maintenant un petit peu la situation de la vaccination, un peu l'actualisation de cette campagne vaccinale. Donc on va passer sur les nouvelles recommandations du Conseil supérieur des maladies infectieuses, qui a publié hier sa dernière recommandation sur l'ajout d'une dose supplémentaire 6 mois après l'administration d'un schéma vaccinal complet pour un plus grand nombre de populations, puisque c'était déjà acté pour les plus de 75 ans, pour les immunodéprimés, les greffés, les dialysés. Et les gens en maison de soins. Et les gens en maison de soins. Donc, peut-être une question sémantique, puisqu'on entend un peu différentes désignations par rapport à cette dose supplémentaire. Est-ce qu'on doit parler de booster? Est-ce qu'on doit parler de rappel? Ou tout simplement de dose supplémentaire? Alors, booster ou rappel, c'est la même chose. Donc, booster ou rappel ou dose additionnelle. Donc, on s'est rendu compte dans les études à large échelle, en particulier en Israël, que l'immunité diminuait au bout de 5 à 6 mois après la vaccination à 2 doses. En fait, en Israël, tout le monde a été vacciné par le même vaccin, qui est le vaccin Pfizer-BioNTech. Et donc, on s'est rendu compte en juillet ou en juin, quand le variant Delta s'est mis à circuler, qu'on a eu une remontée des cas. Il faut dire qu'Israël avait aussi levé toutes les gestes barrières. Il n'y avait plus de masques nulle part, ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Et donc, ils ont eu une remontée importante du nombre de cas et ça a entraîné l'administration d'une 3e dose. Et cette 3e dose a permis une diminution très importante des cas. Puisque après, ils ont comparé les gens qui ont reçu la 3e dose à ceux qui n'avaient reçu que 2 doses, et on a une diminution par 10 du nombre d'infections et puis par 19 du nombre de cas graves. Et donc, on peut parler de rappel, puisque c'est quand même 6 mois après. C'est un rappel. Donc après, on ne sait pas maintenant si on va devoir faire appel à des rappels réguliers. Mmh. On n'en est pas certain, mais on n'a pas de données. Personne ne peut encore se prononcer à ce moment-là. Peut-être que ce rappel qu'on a 6 mois après, ça va entraîner une augmentation de l'immunité importante et qui va durer longtemps. Ça se voit avec certains vaccins. On ne le sait pas encore avec le vaccin ARN pour le Covid. Et donc, actuellement, finalement, quelle population est invitée à recevoir cette dose supplémentaire au Luxembourg? Donc, par rapport à la recommandation on avait fait une première recommandation où c'était les immunodéprimés qui étaient appelés à faire une dose de rappel. Et cette dose n'était pas vraiment appelée une dose de rappel puisque ça pouvait se faire déjà 2 mois après la vaccination initiale. Puisqu'on sait que c'est des gens qui ne répondent pas bien au vaccin, qu'il y en a un certain nombre qui ne produisent pas d'anticorps. Et donc, on avait proposé une dose additionnelle. Ensuite, la dose de rappel avait été proposée aux gens séjournant en maison de soins, aux personnes de plus de 85 ans. Et c'était tout pour le moment. 75, et ensuite, 75 ans, les plus de 75 ans. Mmh. Les plus de 75 ans, les maisons de soins. Et puis maintenant, on a refait une recommandation où on a invité les gens de plus de 65 ans et les personnels de santé. Les personnels de santé, puisque c'est les personnels de santé qui ont été vaccinés en premier. Ils ont été vaccinés en premier en même temps que les gens qui résidaient en maison de soins. Donc, les premiers ont été vaccinés en décembre et ont eu leur 2e dose en janvier. Et donc, on se retrouve déjà maintenant à 10 mois après la vaccination initiale. Ok, donc là, on élargit aux plus de 65 ans, aux professionnels de la santé et aux assistants médicaux et médico-dentaires, oui, qui sont un peu les secrétariats qui sont en contact direct avec les patients. Alors, cette dose de rappel, finalement, elle peut se faire avec quel type de vaccin? Donc, pour les rappels, les seuls vaccins possibles, c'est les vaccins à ARN messager, c'est le Pfizer, et ça peut être le Moderna à demi-dose. D'accord. Et est-ce qu'un patient qui a eu un schéma complet avec du Pfizer peut recevoir un rappel avec du Moderna et inversement? Donc, on n'a pas précisé dans le texte. On préfère utiliser le même vaccin que le vaccin qui a été utilisé dans le schéma initial, mais c'est possible de les interchanger. D'accord. Et on peut peut-être préciser pour les patients qui ont reçu un schéma avec le vaccin Johnson & Johnson, qui était au départ un vaccin avec une administration. Là aussi, il y a en fait un rappel qui est proposé. Là aussi, il y a un rappel qui est proposé avec un ARN messager. Ça, c'est une recommandation qui avait été faite il y a quelques semaines. Parce qu'on s'est rendu compte que les gens qui ont été vaccinés avec du Johnson & Johnson avaient une moins bonne immunité.
Il y a encore les gens qui ont été vaccinés avec des schémas mismatch. Donc, qui ont reçu de l'AstraZeneca, puis un Pfizer. Donc, ceux-là aussi, ils peuvent recevoir une dose de rappel. Okay. Et on estime qu'il faut un délai de 6 mois entre les vaccins, sauf pour le Johnson & Johnson, pour refaire une dose de rappel. Et la question que certains se posent, c'est finalement, est-ce qu'on doit vérifier son taux d'anticorps avant de faire ce rappel ? C'est quelque chose qui doit rentrer dans les habitudes ou pas du tout ? Ça n'a pas de sens. Non, je pense que ça n'a pas de sens. Nous avons contrôlé les taux des anticorps chez certaines personnes hospitalisées vaccinées. Certains avaient des taux d'anticorps relativement élevés et ça ne leur a pas empêché de refaire une infection. Mais on n'est pas certain puisque le dosage était fait alors qu'ils sont déjà infectés. Donc, on n'a pas de données sur les gens avant qu'ils fassent une infection. Et on n'a pas une corrélation entre un taux d'anticorps et une protection satisfaisante ? Non, en fait, on n'a pas de données pour savoir à partir de quel taux d'anticorps on est protégé et c'est sûrement des taux différents en fonction des différents variants. Donc, au laboratoire, on regarde les gens qui sont hospitalisés pour des Covid vaccinés, on regarde s'ils ont des anticorps neutralisants. Et ils ont moins d'anticorps neutralisants pour le Delta. Ils ont sûrement des anticorps neutralisants contre le virus initial, mais beaucoup moins pour le Delta. OK. Il y a autre chose, c'est l'immunité cellulaire qu'on ne voit pas avec les anticorps. Donc ça, on sait qu'elle dure plus longtemps que les anticorps eux-mêmes et protège plus longtemps probablement que le niveau d'anticorps. Et ça, on ne le voit pas à la prise de sang simple. Alors, donc là, on a bien compris la population qui est concernée au Luxembourg pour cette dose de rappel. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que ça va être élargi à l'ensemble de la population ? Il y a des pays qui ont déjà peut-être franchi le pas. On a parlé d'Israël, mais il y a des pays qui viennent de parler hier des plus de 50 ans. Donc, qu'est-ce qu'il en est pour le Luxembourg ? Bon, pour le moment, on a décidé de vacciner les plus de 65 ans parce que c'est quand même ceux-là qui sont le plus fragiles. C'est quand même ceux-là qui vont faire des formes graves. Et donc, peut-être qu'il y aura une nouvelle recommandation, mais pas dans l'immédiat pour les autres personnes. Et je pense que ça va être intéressant de voir les données, parce que finalement, on a un peu de données d'Israël, mais c'est quand même des données en court terme, et c'est surtout pour les plus de 60 ans qui ont publié les données. Donc, je pense qu'une fois, si on voit qu'il y a un effet vraiment au niveau de la transmission, qu'il y a d'autres effets bénéfiques à la 3e dose, et qu'il y a une bonne tolérance, ça pourra être élargi, mais il faut savoir quand même les données sont très récentes, il n'y en a encore pas beaucoup. Et qu'on sait que les 2 doses protègent quand même bien pour les formes graves, et pour les hospitalisations, donc, qui est quand même le principal but de la vaccination maintenant. Donc, il faudra ajuster en fonction de données et de l'évolution des choses. OK. Alors, justement, il y a les données d'efficacité, c'est ce qui est quand même attendu, mais il y a aussi les données de tolérance de ces vaccins. Donc, à ce jour, il y a 25 000 personnes qui ont reçu cette dose complémentaire. Donc, on l'a dit, les plus de 75 ans, les immunodéprimés et autres. Est-ce qu'on a détecté des signaux d'effets indésirables particuliers chez ces patients ? Non, les données de sécurité sont très encourageantes parce qu'en fait, il n'y a pas eu d'effets secondaires plus importants ou nouveaux décrits avec la 3e dose. OK. Et puisqu'on est sur un rappel avec un vaccin à ARN messager, c'est vrai que l'un des effets indésirables qui ressort, mais c'est les myocardites. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau-là ? Bon, les myocardites, c'est surtout chez les gens jeunes. Hein. Ça a été décrit chez les gens de sexe masculin et jeunes. Donc, certains pays ont maintenant limité l'administration du Moderna chez les gens de plus de 30 ans. Il n'y a pas eu beaucoup de vaccins Moderna qui ont été administrés au Luxembourg. Donc, et souvent, ce sont quand même des effets qui se sont bien résolus avec le temps. Oui, il y a eu quelques myocardites graves qui ont été décrites. Hein. Il y a quelques décès qui ont été décrits quand même. Hein. Donc, pour le moment, on n'a pas mis de restriction d'âge pour le Moderna. Mais ça serait qu'avec le recul, ça reste quand même assez exceptionnel. Oui. Et les chiffres restent en fait beaucoup plus bas que les atteintes cardiaques par le virus lui-même. Et surtout, les tableaux cliniques sont beaucoup moins graves que les tableaux dus au virus lui-même. Mais c'est sûr qu'il faudra du recul par rapport à la 3e dose. Mais moi, je n'ai pas vu des données publiées par rapport à Israël, par rapport à une augmentation du risque avec la 3e dose. Mais là aussi, je pense qu'il faudra du recul. Mais de toute façon, de nouveau, c'est surtout les jeunes. Donc, c'est surtout les 16-26, 16-29. Et donc, ceux-là, ils sont pour le moment pas concernés par une 3e dose, sauf les immunodéprimés. Mais là, c'est pas la même chose parce que les immunodéprimés, c'est pour arriver au niveau des sautes des 2 doses. Donc là, on s'attend pas. Donc, voilà, pour ceux-là,
justement, c'est une des raisons aussi pour lesquelles on se donne un peu de recul avant de dire on donne des 3e doses à tout le monde. Alors restons justement chez la population la plus jeune. Effectivement, lors des précédents échanges, on a souvent thématisé ces catégories de patients. Donc effectivement, aujourd'hui, on a des autorisations de mise sur le marché pour les 12-18 ans, mais la FDA vient d'octroyer une AMM pour les 5-11 ans. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Donc les études phase 3. Donc il faut savoir déjà pour les 5 ans, c'est le même vaccin, c'est le vaccin BioNTech Pfizer qui vient d'être autorisé. Donc c'est le même vaccin mais une posologie inférieure. Donc la dose est 1/3 de celle de l'adulte, donc c'est 10 microgrammes. Et donc il y a eu des études complètes pour les enfants de phase 1 qu'on appelle la phase 3. Donc là on vient d'avoir les données publiées pour la phase 3. C'était environ 3000 jeunes entre 5 et 11 ans et donc ils sont vus parmi ces 3000 quand ils sont comparés ceux qui ont eu le vaccin à ceux qui l'ont pas eu. D'une part, ils sont vus avec cette dose réduite qui avait une réponse immunologique équivalente aux plus grands de 16 à 24 ans avec une dose plus importante. Donc, on a vu qu'une petite dose est efficace chez les jeunes et surtout que parmi les 3000 c'était 2000 et quelques vaccinés parce qu'ils sont comparés à un groupe placebo. Il n'y a pas eu de signal d'alerte concernant des effets secondaires graves. Donc, c'était les effets secondaires fréquents avec un peu de fièvre, myalgie, douleur, mais qui étaient bénins et très passagères. Donc, suite à ça, le FDA a donné leur accord fin octobre de la vaccination pour les 5-11 ans. Et donc, depuis le 4 novembre, les États-Unis ont commencé à vacciner les enfants. Donc, voilà, on n'est qu'à quelques jours de recul. Donc, qu'est-ce qu'il en est pour l'Europe ? Il faut quand même maintenant, nous, attendre l'autorisation de l'Agence européenne du médicament qui va faire leur expertise indépendante. On s'attend à ce que ce soit probablement la même que le FDA et donc il y ait quand même une autorisation aussi d'utilisation en urgence en Europe. Mais voilà, il faut attendre l'Agence européenne et après, il faudra que nous, Luxembourg, on réévalue la situation pour le Luxembourg qui n'est pas la même non plus que les États-Unis. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a eu quand même 800 décès pédiatriques et qu'il y a quand même une épidémiologie qui est différente que la nôtre. Mais voilà, il faudra que nous aussi, on s'assoie et qu'on décide comment utiliser ce vaccin dans l'âge pédiatrique, en sachant que ça va nous permettre aussi d'avoir un petit peu plus de recul. Vu que les Américains sont en train de vacciner, on sera, le moment que nous, on pourra donner des recommandations, on aura plus que les 2000 enfants qui ont été vaccinés pour l'étude. On aura rapidement des chiffres plus importants et donc on sera content aussi au niveau de la sécurité et des effets secondaires d'avoir ce recul-là. Parfait. Alors, on va faire le point sur les autres traitements, puisque là, on a parlé des vaccins, mais on sait que l'industrie pharmaceutique fait beaucoup de recherches pour essayer de trouver un traitement efficace, et au moins sur les formes les plus graves. Alors, peut-être faisons un point d'abord sur ce qui est en cours d'évaluation, et pour lequel d'ailleurs le CHL participe, notamment dans l'étude Discovery sur le cocktail anticorps AZD 7442. On vient d'inclure le premier patient. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Donc, c'est un anticorps monoclonal qu'il faut administrer de manière précoce. Donc, on peut l'administrer uniquement dans les 11 jours après le début des symptômes. Et donc, on a inclus le premier patient. Donc, c'est une perfusion intraveineuse qui dure 1 heure. Et ensuite, il y a un suivi prolongé puisque on doit suivre les patients pendant 1 an et demi après l'administration pour voir s'il n'y a pas un effet secondaire rare qui se manifeste. Donc, c'est un protocole quand même relativement lourd, un consentement éclairé qui est long à lire. Donc, quand les patients sont pas bien, qu'ils sont hospitalisés, c'est un petit peu difficile. Donc, on a déjà fait plusieurs tentatives pour inclure davantage de patients. Mais c'est ce suivi à 1 an. Le suivi les rebute un petit peu, et puis c'est quelque chose de complètement nouveau, donc c'est un petit peu difficile. Mais je pense que c'est vraiment un traitement prometteur. Très bien. Et une autre étude dont on avait parlé aussi la dernière fois, dont tu as parlé aussi rapidement, le traitement, le baricitinib. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi là-dessus ? Oui, alors on est dans les starting blocks. Je viens d'avoir la confirmation ce matin que probablement début de la semaine prochaine, on aura les kits et les médicaments. Et donc on pourra commencer. En tout cas, on a toutes les autorisations et donc tout est quasiment prêt. Et donc c'est une étude qui compare le baricitinib contre un placebo en double aveugle.
Quel type de patient à ce moment-là? Alors, en vrai, ça va être probablement surtout des patients qui vont être chez Thérèse. Initialement, quitte à, s'ils continuent à s'aggraver, ils viennent chez nous. Mais les patients qui peuvent être inclus sont des patients qui désaturent en dessous de 90% en air ambiant. Donc, c'est une indication assez large pour débuter le baricitinib. Il faut savoir qu'on a commencé à traiter aussi certains patients en réanimation avec le baricitinib parce qu'on a déjà quelques données qui sont assez prometteurs. Mais pour l'instant, c'est pas encore dans les recommandations européennes. Aux États-Unis, c'est de plus en plus utilisé aussi parce qu'on n'a pas assez de tocilizumab. Mais je pense que la molécule, le baricitinib, a aussi quelques avantages par rapport au tocilizumab. Et donc, ça vaut le coup de l'évaluer dans le cadre d'un essai clinique. Oui, le tocilizumab qui effectivement est en tension d'approvisionnement puisqu'il y a eu une demande mondiale forcément un peu plus importante et donc effectivement il faut essayer de trouver aussi d'autres traitements pour pouvoir suivre nos patients. Alors un autre traitement qui lui va être sous une autorisation de mise sur marché conditionnelle qui s'appelle le Ronapreve, qui est aussi un cocktail d'anticorps avec du casirivimab et de l'indivimab qui sera disponible très prochainement dans le service national des maladies infectieuses. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc, on ne connaît pas encore exactement la date à laquelle ce traitement sera disponible, mais c'est un traitement qui a une autre indication. En fait, c'est un traitement qu'il faut administrer de manière précoce chez des gens qui n'ont pas besoin d'oxygène. Donc, c'est des gens qui ne sont pas hospitalisés, qui ont un Covid modéré ou peu graves, qui n'ont pas besoin d'oxygène, qui sont chez eux à la maison ou aux urgences d'un autre hôpital et qui vont être adressés chez nous pour recevoir ces anticorps. C'est des patients qui présentent des facteurs de risque d'évolution vers une forme grave. Donc des patients immunodéprimés, qui soient vaccinés ou non vaccinés, par exemple les greffés ou des gens qui ont une chimiothérapie en cours ou des gens qui ont un déficit immunitaire important, des gens qui n'ont pas de rate, des gens qui ont des pathologies pulmonaires à risque d'évoluer vers des formes graves, des gens qui ont des pathologies cardiaques. Donc il y a une liste assez importante de patients que l'on pourrait inclure et administrer ce médicament-là. Donc en fait, les médecins adresseront ces patients au service national des maladies infectieuses, ils recevront cette injection. Et ils retourneront chez eux à la maison. Très bien. Et donc là, l'idée, c'est effectivement d'éviter des hospitalisations et des formes graves. Parfait. Autre traitement dont on a parlé encore là dans les derniers jours, qui sont des traitements oraux qui font parler d'eux, puisque là l'objectif c'est de traiter des formes graves, le molnupiravir du laboratoire Merck et le Paxlovid du laboratoire Pfizer. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose par rapport à ces traitements? Qu'en sait-on? Alors, le molnupiravir, en fait, a eu une autorisation de mise sur le marché jeudi en Grande-Bretagne. C'est le premier pays qui a autorisé l'utilisation de ce médicament. C'est un médicament oral qu'on administre très tôt dans la maladie. Il n'y a pas beaucoup de données publiées pour le moment, mais ça éviterait les hospitalisations. Personnellement, je pense que c'est très difficile de se prononcer parce que pour l'instant, on a des communiqués de presse. C'est sûr que là, c'est plutôt les firmes qui font des annonces. Donc, il y a aucun article publié dans une revue scientifique, pas de peer review, et donc on se fie un peu à ce que les firmes pharmaceutiques nous racontent dans les communiqués de presse. Et donc, même si c'est assez enthousiasmant et je m'en réjouis, je pense qu'il faut rester prudent et garder en tête que ça va pas remplacer le vaccin. Donc si un jour on a vraiment des traitements oraux d'une certaine efficacité, tant mieux. Et je suis très content, mais d'une part, il faut attendre un peu les publications scientifiques pour avoir vraiment les données. Et puis après, d'autre part, la voie royale reste quand même la vaccination.
Je pense que c'est intéressant et important, en tout cas, effectivement, de rappeler qu'on attend les données scientifiques et c'est quand même sur base de ça que toute la médecine se repose et qu'effectivement, là, l'analyse de ces données permet ensuite de positionner correctement les différents traitements. Oui, je pense que les données ont été délivrées à l'autorité de santé britannique. Nous, on les a pas. On a quelques données dans la littérature sur l'efficacité sur la charge virale dans le nez de ce traitement. Mais les données d'efficacité clinique ne sont pas disponibles dans la littérature. Très bien, mais c'est en tout cas intéressant à suivre pour les prochaines semaines. Alors, il nous reste quelques minutes pour conclure. Est-ce que vous avez chacun un petit message à faire passer ? Thérèse? Moi, je suis favorable à la 3e dose, bien entendu, pour les professionnels de santé, parce qu'en fait, c'est les personnes qui ont été vaccinées les premières. On voit une remontée des nombres de cas parmi le personnel du CHL ces dernières semaines, alors qu'on avait quelques cas, on voit une remontée nette du nombre de cas dans le personnel. Et je pense pour les protéger efficacement, bien sûr, ces gens n'ont pas fait des formes graves. Personne n'a été hospitalisé, mais il y a quand même pas mal de personnes qui étaient bien malades et sont restées plusieurs jours à la maison. Oui, puis ça génère une difficulté aussi organisationnelle. Ça génère des grandes difficultés d'organisation dans certains services où il y a eu plusieurs cas. Alors moi, en tant que pédiatre, justement, en sachant qu'on va avoir un vaccin pour les enfants, j'invite la population adulte à se faire vacciner parce que il faut se rendre compte que si on décide de vacciner les enfants, ça sera essentiellement pour protéger les adultes et donc pour essayer de briser des chaînes de transmission. Et ça fait pas beaucoup de sens de commencer à vacciner les enfants si les adultes et les parents sont pas vaccinés eux-mêmes. Donc je crois que les enfants étaient quand même en grande partie victimes dans cette pandémie, ils sont quand même beaucoup moins malades, mais il y a quand même beaucoup de restrictions en ce moment dans la vie des enfants avec les quarantaines, avec les testings, avec les limitations, afin de protéger les adultes. Et donc, je pense que maintenant, c'est vraiment important que les adultes se vaccinent eux-mêmes afin de protéger les enfants. Et si on a une population adulte qui est très bien vaccinée, la vaccination chez les enfants sera moins importante ou alors plus efficace parce que les adultes sont vaccinés aussi. Et donc ça, je crois que c'est un message aussi, une réflexion éthique et une réflexion très importante à avoir. Et donc, j'invite vraiment déjà les parents d'enfants et les adultes non vaccinés à le faire pour cette fois protéger les enfants. Parfait. Oui, j'aimerais bien juste rappeler le chiffre de 3 patients vaccinés en réanimation depuis le début de la pandémie. Tous les autres patients étaient non vaccinés. Depuis le 1er juillet, on a eu 35 patients dont 3 vaccinés. Si ça, c'est pas un argument convaincant, je sais pas ce qu'on doit faire d'autre. Merci en tout cas à tous les 3 d'avoir répondu présent pour cette nouvelle vidéo. J'espère qu'on a su aussi convaincre encore une fois les collaborateurs du CHL. Donc j'en profite aussi pour donner quelques détails pratiques par rapport à la dose supplémentaire. Donc effectivement, les professionnels de la santé vont recevoir une invitation par le gouvernement pour recevoir cette dose supplémentaire. Ces invitations vont partir dans les jours qui viennent et seront envoyées par voie postale. Dès lors, chacun pourra décider de recevoir cette 3e dose dans les centres de vaccination. Donc, il y a 3 centres qui sont ouverts actuellement au Luxembourg, un au Limpersberg, un à Ettelbruck et un à Esch-Belval. Ils pourront aussi décider d'aller plutôt chez leur médecin généraliste. Il y a près de 200 médecins qui sont capables de faire la vaccination donc dans leur cabinet et la liste est publiée sur l'adresse covid19.public.lu. Pour les assistants médicaux, donc les secrétaires, les réceptionnistes, il faudra préalablement déclarer ces personnes sur le site myguichet.lu et ça leur permettra de recevoir aussi à leur tour les invitations. De notre côté, au CHL, nous restons volontaires pour pouvoir essayer d'organiser cette administration dans nos locaux. Nous sommes en discussion avec le ministère de la Santé pour que cela puisse se faire dans les meilleurs délais. Et je vous invite à consulter Intranet pour vérifier finalement les détails pratiques qui seront publiés. Voilà, je vous remercie. Au revoir.